Dans cette vidéo, on va résoudre 3 énigmes tordues posées en entretien d'embauche chez Google. D'abord, le but premier de ces questions est de déstabiliser le candidat. Ils veulent déterminer les candidats qui baissent les bras face à la difficulté. Ensuite, le deuxième but est de voir comment le candidat réfléchit. Il s'en fout de la solution. D'ailleurs, ce serait absurde de croire que l'intervieweur veut une réponse exacte aux énigmes qu'on va voir. Il s'intéresse plutôt à ton approche, ta méthode et ta logique. Ce qui est jugé, c'est le raisonnement menant à la solution plutôt que la solution elle-même. Bon allez, on commence et sois bien attentif, sinon il va falloir que tu ailles travailler chez Yahoo ou pire, chez Bing. L'énigme du cube peint. Voici une nouvelle énigme posée par Google en entretien d'embauche que personne n'arrive à résoudre. Visualise un cube de dimension 10 x 10 x 10 composé de plus petits cubes de dimension 1 x 1 x 1. Suppose qu'on peint la couche extérieure de ce cube. Combien de petits carrés ne seront pas du tout recouverts de peinture? Attention, il y a deux solutions, celle du gros bourrin et celle du petit malin. Alors, comme je l'ai dit, il y a deux approches. Celle du gros bourrin où tu passes ta soirée à compter le nombre de petits cubes recouverts de peinture sur chaque face du grand cube, mais c'est pas une méthode optimale parce que c'est lent, tu risques d'oublier de compter certains cubes et tu risques de compter plusieurs fois le même cube. Nous, on va voir la méthode du petit malin. Il faut juste visualiser le résultat final. On commence avec un cube de dimension 10 x 10 x 10 dont la couche extérieure est peinte. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de retirer la couche extérieure. Et on se retrouve avec un cube de dimension 8 x 8 x 8 qui n'a aucune peinture sur sa couche externe. Or, 8 x 8 x 8, ça fait 512. Donc, il y a 512 cubes qui ne sont pas touchés par la peinture. Voilà, c'est une solution élégante, rapide et qui ne comporte pas de risque de faire des erreurs de calcul. L'énigme des stations d'essence. Combien y a-t-il de stations d'essence aux États-Unis? Évidemment, personne ne connaît la réponse. Et la réponse exacte n'a pas d'importance. On cherche juste une estimation logique. 99% des candidats échouent à cette question. Il y aurait sûrement un meilleur résultat si on leur demandait le nombre de McDonald's aux États-Unis. Et toi, est-ce que tu es capable de donner une estimation logique et cohérente? Alors, on va faire des estimations successives. Il y a environ 300 millions d'habitants aux États-Unis. Et il y a environ 3 personnes par foyer. Vu qu'il y a environ 300 millions d'habitants et 3 personnes par foyer, le nombre de foyers est égal à 300 millions divisé par 3, soit 100 millions de foyers. Chaque foyer a une ou deux voitures, donc on va dire qu'il y a environ 1,5 voitures par foyer. Le nombre de voitures en circulation vaut donc 100 millions fois 1,5, c'est-à-dire le nombre de foyers fois le nombre de voitures moyens par foyer. Ce qui donne donc 150 millions de voitures. Chaque voiture peut contenir 50 litres d'essence. Vu qu'il y a 150 millions de voitures, le litre potentiel d'essence dont il y aurait besoin pour tout le monde est égal à 50 litres fois 150 millions, soit 7 milliards de litres d'essence. Sachant que chaque foyer ne remplit pas sa voiture tous les jours et que certains ne remplissent pas leur voiture au maximum, on va estimer qu'en fait il y a environ 2 milliards de litres d'essence achetés par jour. Chaque station d'essence sert environ 250 voitures par jour, en gros une dizaine par heure. Donc une station-service sert 250 fois 50 litres d'essence par jour. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre de stations X, tel que 2 milliards de litres d'essence, soient servis par jour. Une station d'essence sert 250 fois 50 litres, donc nous on cherche X pour avoir 2 milliards de litres d'essence. En effectuant un produit en croix, on obtient que X vaut 2 milliards divisé par 250 fois 50, ce qui est égal à 160 000. Sache qu'il y a officiellement 168 000 stations d'essence aux États-Unis. C'est fou comme on est super proche du résultat exact. On a trouvé une estimation acceptable grâce à une suite d'estimations raisonnables. Ce problème est une variante de ce qu'on appelle le problème de Fermi. Un problème de Fermi est un problème d'estimation qui consiste à faire des approximations logiques et cohérentes sans données précises. L'essentiel dans un problème de Fermi est d'arriver, malgré les erreurs d'approximation successives, à un ordre de grandeur raisonnable. L'exemple le plus connu de problème de Fermi est le suivant. Combien y a-t-il d'accordeurs de piano à Chicago? Ce genre de calcul au coin de la table est utile pour deux raisons. Premièrement, avoir une estimation avant de choisir une méthode plus sophistiquée pour avoir une solution exacte, car dans certains problèmes, le choix optimal de calcul dépend de la taille du résultat attendu. Deuxièmement, ça permet de vérifier la vraisemblance des résultats. Si une estimation a été faite en amont, on peut vérifier si c'est cohérent avec le résultat obtenu avec un calcul précis. D'ailleurs, ça a dû t'arriver à l'école. On te demande combien Jean a de pommes dans son panier, et après ton calcul, tu trouves moins racine de pi divisé par 12. Là, normalement, tu te poses des questions. Par contre, il faut faire une estimation avant d'utiliser une méthode précise. Sinon, tu vas biaiser ton estimation. Pour l'anecdote, le physicien Enrico Fermi, qui faisait partie du projet Manhattan, c'est-à-dire du développement de la bombe atomique, a réussi, lors du premier essai de la bombe, à faire une rapide estimation de la puissance de l'explosion. Il a déchiré une feuille de papier en petits morceaux, l'a jetée au sol, et d'après la distance
de 2,5 m à laquelle les bouts de papier avaient été éparpillés par le souffle, il en a déduit une puissance de 10 kilotonnes de TNT, ce qui était correct. Autant dire que ce genre d'approximation, quand tu les maîtrises, c'est pas de la rigolade. Et ça fait partie de l'arsenal de tout scientifique sérieux. Et apparemment, cette compétence est requise pour les ingénieurs qui veulent travailler chez Google. L'énigme du Boeing 747. Google pose parfois des questions ultra cheloues dans ses entretiens d'embauche. Voici la plus bizarre que je connaisse. Combien de balles de ping-pong peut-on mettre dans un Boeing 747? Pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça, un Boeing 747. Du coup, est-ce que tu as une idée? Moi, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 7 balles de ping-pong dans la bouche d'un humain. Juré, j'ai fait le test quand j'étais petit. Alors, faut traduire l'énoncé en langage mathématique. Le nombre n de balles de ping-pong qu'on peut mettre dans un avion est égal au volume total de l'intérieur de l'avion divisé par le volume d'une balle de ping-pong. Voici le plan. On va estimer le volume d'une balle, puis on va estimer le volume d'un Boeing 747, puis on va déterminer le nombre total de balles de ping-pong qu'on peut mettre dans un avion en divisant le volume intérieur de l'avion par le volume d'une balle de ping-pong. Enfin, on va ajuster notre estimation pour prendre en compte l'espace vide qu'il y aura forcément entre chaque balle. Alors, premièrement, on détermine le volume d'une balle de ping-pong. Le volume d'une sphère vaut 4 tiers fois pi fois r cube, où r est le rayon de la sphère et pi est égal environ à 3,14. On va supposer que le rayon d'une balle de ping-pong est de 2 cm, ce qui va nous donner environ 30 cm3 de volume pour la balle de ping-pong. Deuxièmement, maintenant, on va déterminer le volume à l'intérieur d'un Boeing 747. Pour ça, on va estimer qu'on peut mettre 3000 personnes dans un Boeing 747. 400 sur les sièges, 100 debout dans les allées, 60 dans les coffres, 30 dans les toilettes et la cuisine et 10 dans le cockpit. Tout ça, ça fait 600, mais on va multiplier par 5 pour prendre en compte l'espace vide au-dessus des gens. Et ça nous donne bien 3000 personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur d'un avion. Le volume d'un humain est d'environ 60 000 cm3. Parce qu'en moyenne, on fait à peu près 60 kg et qu'on est pratiquement composé que d'eau. Donc on va supposer qu'on n'est que de l'eau. On peut en déduire alors que le volume d'un humain, qui est la masse divisée par la densité, volume est égal à masse divisée par densité, est égal à 60 divisé par 1000, qui est égal à 0,06 m3, qui est égal à 60 000 cm3. J'ai divisé 60, notre poids, par notre densité qui est de 1000 kg par mètre cube. Parce que c'est la densité de l'eau et j'ai considéré pour faire une approximation que l'humain était pratiquement que de l'eau. Donc le nombre de balles nécessaires pour avoir le même volume qu'un humain moyen est de volume d'une personne divisé par volume d'une balle est égal à 60 000 divisé par 30 est égal à 2000 balles de ping-pong. Le volume d'un humain est égal au volume de 2000 balles de ping-pong. C'est beaucoup. Vu qu'il y a de la place pour 3000 personnes dans l'avion, on obtient 2000 fois 3000, ce qui nous donne 6 millions de balles de ping-pong qui peuvent rentrer dans un avion. Une estimation à 6 millions de balles, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Faut ajuster notre réponse parce qu'il y a du vide entre chaque balle qui se touche. Même en effectuant un empilement compact, ça veut dire un arrangement des balles pour qu'ils occupent le moins d'espace possible, il y aura quand même du vide qu'on ne pourra pas remplir. Les unes contre les autres, les balles ont une structure cristalline. Et ouais, on fait aussi de la chimie sur cette chaîne. Dans une configuration cristalline, il y a 32% de vide. Donc en gros, à cause du vide non utilisable, on peut retirer 30% à notre estimation précédente de 6 millions de balles de ping-pong. Ce qui fait qu'on peut mettre 4 millions de balles de ping-pong dans un Boeing 747. Voilà, lors de ton prochain voyage en avion, tu pourras utiliser cette information pour épater et draguer une jolie hôtesse de l'air. Mais je te garantis pas que ça marche. Voilà, donc on voit que ces énigmes ont été conçues pour tester la capacité du candidat à ne pas baisser les bras et à se décourager devant un problème déroutant et tester l'ingéniosité du candidat. C'est-à-dire qu'il doit être capable de découper le problème méthodiquement en plus petits problèmes qui constituent chacun des étapes faciles à résoudre pour arriver à la solution finale du problème. Enfin, j'espère que ces énigmes ont bien illustré pour toi la différence entre le fait de deviner en disant n'importe quoi et faire une estimation méthodique, rigoureuse et pleine de bon sens. Allez, on a assez taffé, à la prochaine.